L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Louis. Bonjour à tous et excellente année 2021. Soyez les bienvenus à bord de cette 3e saison d'Onde verte. C'est déjà la 4e émission et au sommaire, nous allons parler d'économie circulaire avec nos invités Emmanuel Béjanin et Marion Besse. Nous parlerons également d'écotourisme et de sport éco-responsable avec nos chroniqueurs et vous les connaissez bien évidemment, c'est Alizé et Sylvain. Je voulais déjà vous souhaiter à tous une excellente année 2021 en espérant qu'elle soit bien meilleure que l'année qu'on vient de passer. Sans plus attendre, je me tourne vers Emmanuel Béjanin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Louis et bonne année à tous. Merci et merci d'être avec nous par téléphone. Évidemment, cette émission se fait dans des conditions, on s'adapte. On fait ça à distance et ça marche très bien aussi. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous rappeler, puisqu'on va commencer à parler avec vous d'un sujet passionnant, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'économie circulaire? Parce que c'est un peu le thème de cette émission. Bien sûr. Alors, à l'ADEME, on a l'habitude d'expliquer que l'économie circulaire, c'est une alternative, une sorte de contre-modèle à l'économie linéaire qui caractérise la société de consommation actuelle. C'est-à-dire, économie linéaire, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, ce qu'on appelle l'économie linéaire, c'est on produit, on consomme, on jette. Donc, pour produire, on va chercher forcément toujours plus de ressources. Mmh. Et à l'autre bout de la chaîne, tout ce qui est jeté est perdu. Donc, c'est un modèle qu'on connaît depuis plusieurs décennies. On peut dire que c'est le modèle de la société de consommation du XXe siècle. Exactement. En fait. Ouais. Exactement. C'est le modèle de la société de consommation qui est très confortable. Mais en contrepartie, c'est un modèle qui est ravageur. Parce qu'il se nourrit d'une quantité toujours plus grande de matières premières, et puis il génère une quantité aussi toujours croissante de déchets. L'économie circulaire, si on comprend bien, en fait, l'intérêt de cette économie, en lien avec les enjeux actuels et les défis environnementaux, les défis sociaux aussi, c'est que cette économie, elle va se substituer à ce modèle qui est ravageur et qui est quelque part néfaste pour notre environnement. Ben oui, exactement, oui. Et c'est pour ça que on a imaginé un autre modèle plus vertueux qui repose essentiellement sur le bon sens, et c'est le modèle de l'économie circulaire. Parce que dans l'économie circulaire, on va surtout s'appuyer sur la réutilisation, le recyclage pour limiter les gaspillages de ressources, utiliser les matières premières recyclées, et puis mettre en œuvre tout un panel d'actions telles que l'éco-conception, la mutualisation des matières entre les acteurs, l'allongement de la durée de vie des objets ou encore l'économie de la fonctionnalité. Économie de la fonctionnalité, ça c'est différent de l'économie circulaire, on s'y repère. Hein. Ah oui, non, c'est différent. Enfin, c'est un des éléments de l'économie circulaire. Et ça consiste tout simplement à privilégier l'usage à la propriété. Donc, au lieu d'acheter un bien, on va tout simplement en acheter un usage. Un exemple ? Un exemple, je pense à l'exemple de l'entreprise Annette, qui est basée à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Et cette entreprise, elle est pionnière dans l'économie de la fonctionnalité. Qu'est-ce qui produit cette entreprise ? Alors c'est une entreprise qui travaille dans le secteur textile. Et qui a un modèle vraiment original. C'est-à-dire que plutôt que de vendre des vêtements, cette entreprise Annette, elle s'est spécialisée dans la location, mais un package plus global. Location, plus entretien de linge et des vêtements professionnels. Donc c'est des vêtements qui sont destinés à tout type de secteur. C'est des blouses de travail, ouais, ok. Donc voilà, les blouses de travail dans le secteur de la santé, de l'agroalimentaire ou de l'hôtellerie-restauration. Et donc les clients, eux, ils sont pas contraints d'acheter ce matériel textile, ni de l'entretenir, ni de le stocker. Annette leur propose une location clé en main, un package qui comprend l'ensemble, à la fois la fourniture, mais aussi l'entretien et le renouvellement des pièces. Alors ça, c'est hyper intéressant. Dans les faits, ça marche, Emmanuel ? Oui, ouais, ça marche bien. Et aujourd'hui,
La société Annette, elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros. Elle emploie 1500 personnes. Ah ouais. Elle a aussi développé un partenariat, et ça c'est très intéressant, avec l'ESAT de Pontoise. L'ESAT, c'est l'établissement de services d'aide par le travail. Ça permet aussi de consolider une petite cinquantaine d'emplois en insertion. Ah ouais, c'est excellent. 1500 personnes, on n'est plus au stade de la petite PME, là c'est des chiffres éloquents. L'ADEME les a aidés dans ce projet d'économie circulaire, Emmanuel ? Alors oui, l'ADEME, elle est à même de pouvoir accompagner ce type de projet, et l'entreprise a été accompagnée par nos soins pour réduire ses déchets. Les cintres, les emballages sont systématiquement récupérés, les textiles déréférencés sont revendus, et le linge plat est mis au rebut et renvoyé à l'ESAT, qui va les transformer pour en faire des chiffons réutilisables. Et donc là, ça redevient, on repart sur l'économie circulaire finalement. Exactement, et voilà. Merci Emmanuel Béjanin de nous avoir parlé de ce bel exemple. À bientôt. À très bientôt, Louis. Au revoir. Au revoir. Onde verte. Et nous sommes en ligne au téléphone avec Marion Besse. Bonjour Marion. Bonjour. L'économie circulaire, ça vous parle aussi, je crois. On en a parlé à l'instant avec Emmanuel. Un petit peu, oui. Je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes une actrice connue et reconnue de l'économie circulaire et de l'insertion dans notre région. Vous avez dirigé, il me semble, le relais de la Gironde il y a quelques années, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. J'ai participé à la création de l'antenne bordelaise en 2008, et puis j'ai dirigé donc le relais jusque fin d'année dernière, et voilà. Et maintenant, je suis là pour vous parler d'ICOS. Et aujourd'hui, donc, vous présidez cette association ICOS, qui est et vous avez un projet de village du réemploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept, mais tout d'abord peut-être nous parler d'ICOS? Alors peut-être juste une précision. Je préside pas l'association aujourd'hui. C'est toujours le relais qui préside l'association ICOS. Et moi, j'accompagne du coup le collectif dans la réalisation du projet. Voilà. Et ça, c'est une petite précision. Et donc, effectivement, donc le projet ICOS, en quelques mots, c'est donc l'idée de construire sur la métropole de Bordeaux un village du réemploi, du recyclage et de la réparation, qui consisterait du coup en un lieu à la fois de collecte, de tri et de remise en vente d'un certain nombre de produits dont les Bordelais et les métropolitains ne souhaitent plus l'utiliser, et puis de proposer également une galerie marchande du réemploi, donc justement sur la partie revente des produits en bon état. L'idée est de proposer un espace commercial dans lequel on retrouvera toute la palette des objets qu'on est susceptible de retrouver dans une maison. Ouais. Et puis le dernier gros volet, sensibilisation, avec la programmation d'accueil à la fois grand public ou scolaire, pour sensibiliser à la question du réemploi et de la réutilisation des objets, et plus largement à le rapport qu'on a dans notre quotidien aux objets, pour essayer d'avoir des comportements un petit peu plus vertueux. Marion Besse, vous parlez volontairement d'un village. J'entends par là aussi, il y a une notion de grandeur, de taille. Il y a une envie de faire ça à une dimension importante. Pourquoi ? Oui, puisque notre objectif, il est vraiment de participer à la transformation de nos comportements d'achat, et ce dont on se rend compte, c'est que dans l'usage qu'on a des commerces aujourd'hui, effectivement, l'éparpillement est un frein aujourd'hui à l'achat dans des friperies, dans des boutiques de seconde main, dans des recycleries. Et donc, c'est un petit peu collé avec les codes qui fonctionnent dans la grande distribution, quelque part, en se rassemblant et en ayant une offre complète et globale d'objets. C'est le tout en un, en fait.
Il y a l'idée d'intégrer toutes les étapes en fait. Alors j'aime beaucoup le slogan qu'on peut voir sur le site internet, des objets, point de suspension, et des lendemains. Ça nous parle tout de suite effectivement. C'est à l'échelle d'un territoire comme Bordeaux, Marion. Alors on parle de Bordeaux mais peut-être de son agglomération. La quantité d'objets, de vêtements, elle est infinie, elle est énorme. Alors surtout dans les vêtements, c'est effectivement des quantités qui sont mises sur le marché chaque année absolument faramineuses. Et pour donner un ordre de grandeur, rien que sur le centre de Bordeaux du Relais, ce sont 5000 tonnes chaque année qui sont traitées. Combien vous avez dit? 3000 tonnes? 5000 tonnes. 5000 tonnes, wow. Chaque année. Effectivement. Donc c'est assez énorme. Et dans le livre, c'est à peu près pareil. Hein, on dépasse rapidement les millions de livres. Donc oui. Là, l'idée des lendemains, en plus, il y a un double sens en fait, c'est donner un lendemain à nos objets, puisque effectivement, et dans le textile, on le voit, mais du coup, si on prend tous les objets, on le constate dans l'artillerie au livre vert, etc. On reçoit aussi des objets finalement qui sont en très bon état. Ouais. Le réemploi, la deuxième vie qu'on peut donner aux objets. Il y a les objets et puis il y a les hommes aussi derrière. Les hommes et les femmes qui travaillent. C'est exactement le double sens qu'il y a derrière. Toutes les structures qui composent ICOS aujourd'hui sont des structures de l'économie sociale et solidaire, dont un des objectifs soit la création d'emplois pour des personnes qui en sont éloignées, soit de l'accueil de publics en situation de handicap, etc. Donc l'idée c'est vraiment par nos activités, d'avoir des externalités positives à la fois sociales, économiques et environnementales sur notre territoire de Bordeaux Métropole. Un mot justement sur l'emploi, Marion. Combien d'emplois vous pourriez créer avec ICOS ou combien d'emplois seraient touchés, en tout cas seraient concernés par ce projet-là? On estime que ce projet-là permettra alors pas la création nette, puisqu'il y a effectivement des équipes déjà aujourd'hui, mais que sur le site évolueront un peu plus de 200 salariés. Et c'est sans compter les bénévoles qui vont aussi intervenir à différents niveaux du projet ICOS. Donc ça va vraiment être un écosystème qui permettra une mixité des publics aussi entre bénévoles, salariés, élèves, étudiants, voilà. Donc c'est aussi la force de notre projet. Brasser plusieurs populations. Où en êtes-vous aujourd'hui concrètement? J'imagine que tout ce qui s'est passé ces derniers mois vous a freiné dans votre projet. Alors oui, sur le projet dans son ensemble, effectivement, le contexte n'est pas évident. Maintenant, on avance assez bien avec les services de la ville et de la métropole sur la désignation d'un lieu pour accueillir ce village. Et entre-temps, on a eu l'opportunité d'ouvrir dans la galerie marchande d'Auchan-Lac un espace de 350 mètres carrés déjà de vente. Donc, super. C'est une toute petite démonstration de ce que pourra être la galerie marchande plus tard, mais qui réunit déjà 3 acteurs du coup dans cet espace-là. Très bon accueil du public. Justement, là, on est dans un très grand centre commercial qui brasse beaucoup de monde et on a tout de suite de l'intérêt des personnes qui passent devant la boutique. Donc aujourd'hui, si on veut voir la première version d'ICOS, il faut aller à Auchan-Lac. Complètement. Exactement. Marion, on a longtemps pensé en France que les vêtements étaient des objets qu'on avait un peu du mal à partager parce que c'est intime un vêtement, il y a une histoire derrière. Est-ce que vous sentez une évolution des mentalités là-dessus? Oui, alors, moi je suis de la génération des trentenaires et déjà autour de moi j'ai plusieurs amis par exemple qui pratiquent la location. Alors moi personnellement j'ai jamais fait le pas pour l'instant. Voilà, donc il y a vraiment des nouveaux usages qui se mettent en place et on est un peu à un moment charnière effectivement du changement de comportement vis-à-vis de sa garde-robe. Les habitudes de tri sont largement répandues grâce à la présence d'acteurs comme le Relais qui met à disposition un système de collecte en point d'apport qu'on a à côté de chez soi. Grâce aussi à la réglementation qui évolue et du coup il y a plus de communication là-dessus. Aujourd'hui, il y a un éco-organisme par exemple dans le textile qui communique beaucoup sur le tri des vêtements. Donc voilà, on ne sait pas le chiffrer aujourd'hui. Moi, j'ai pas de chiffre sur ce qui reste en résiduel dans les poubelles à la fin des collectivités, mais je pense que c'est de moins en moins. Vous le sentez. Pour ce qui est des vêtements.
les livres, ça prend la même tournure, puisque on a un acteur comme le Livre Vert qui met en place un système de collecte aussi par format de sport. Ouais. Je regarde Sylvain qui est en face de moi. Sylvain, votre chemise me plaît beaucoup. Vous pourriez pas me la louer? Avec plaisir. Maintenant qu'on a entendu Marion, tout est possible. Tout est possible. Marion, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Je sais qu'en plus vous êtes occupé, vous n'êtes pas forcément là à Bordeaux. Merci en tout cas pour ce temps. Dernière question, très concrète. Les conditions pour déposer des vêtements chez vous demain et après-demain à ICOS quand ce projet aura pris forme dans sa version définitive, et qui se charge de les amener à la recyclerie? Alors, plusieurs choses. C'est un certain nombre d'acteurs du projet ICOS, comme le Relais ou le Livre Vert, ont des systèmes de collecte en point d'apport dans les quartiers. Donc, il suffit d'aller sur les sites internet des structures pour trouver la borne la plus proche de chez soi. Et sur le site d'ICOS, on prévoit donc la mise à disposition d'un point d'apport, donc c'est un lieu d'accueil de tout type d'objets. Donc, aussi bien du coup des vêtements que des livres, que des meubles, des objets de déco, des jouets, etc. Et là, il y aura donc des salariés et des personnes pour accueillir les donateurs. Donc, il faudra effectivement se déplacer sur le site futur du village. Allez, une option supplémentaire, une question en plus, j'en rajoute. Comment peut-on vous aider aujourd'hui très concrètement? Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être sensibles à votre projet, qui auraient envie de mettre la main à la pâte. Comment on peut faire? Alors aujourd'hui, vous pouvez aller visiter la boutique ICOS et nous faire vos retours sur ça vous plaît pas, ou qu'est-ce que vous aimeriez de plus. Et puis également visiter notre site internet où le projet du village est largement présenté et où il y a un appel à soutien que chacun peut signer totalement gratuit, simplement pour marquer son intérêt sur le projet et pour le voir le jour sur la métropole. Voilà, faites vos retours, partagez et enrichissez ce projet ensemble. On rappelle le site, c'est ICOS, IKIOS-bordeaux.fr, c'est bien ça? C'est icosbordeaux.fr, tout attaché. Ah, sans tirer, voilà. Merci pour la rectification. Merci beaucoup Marion pour ces éclairages et ces perspectives. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année qui vient avec ICOS. Et nous allons passer maintenant à la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs Alizé et Sylvain, et c'est juste après ça. Onde verte. Et il est temps de retrouver nos chroniqueurs Sylvain et Alizé. Salut Sylvain. Salut Louis. Tu veux toujours pas me donner ta chemise, non? Tout à l'heure à la fin de l'émission, promis. C'est un échange. On en parlait à l'instant avec Marion Bess. Si vous étiez là tout à l'heure, évidemment ça vous parle, puisqu'on fait de la location de vêtements. C'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Bonjour Alizé. Bonjour Louis. Alizé qui est avec nous par téléphone. Comment ça va? Moi ça va très bien, merci. Bonne année à toi, puisqu'on est début 2021. Mes meilleurs oui, vœux. bonne année, c'est vrai. Et avec toi, depuis le début de la saison, on parle bien sûr d'écotourisme. On a de la chance d'avoir ici en Nouvelle-Aquitaine de très beaux sites. Et l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région touristique par excellence, avec des opérations originales, efficaces, en ville, à la campagne, au bord de la mer. Mais j'aimerais que tu reviennes sur un élément qui est central pour les professionnels et les clients. Et je veux bien sûr parler de la certification et de la labellisation. Oui, en effet, c'est important de le souligner parce que c'est un élément très important à la fois pour les professionnels et pour les clients. Il arrive même que ce soit finalement capital, car c'est la présence d'un label ou d'un signe distinctif finalement qui permet d'identifier une démarche touristique durable et de la garantir. Et c'est ce label ou ce signe qui apporte de la crédibilité et qui crée de la confiance finalement. Sauf que ma chère Alizé, j'ai l'impression qu'il n'en existe pas une seule certification, mais pléthore. Chaque année, on a l'impression de voir fleurir de nouveaux labels, de nouvelles certifications régulièrement. C'est difficile de s'y reconnaître, franchement. C'est vrai, il y en a plusieurs, mais tous les labels ne se valent pas. Ah, pourquoi? En fait, il y en a plein de labels qui sont des labels commerciaux liés à une franchise, une marque, une chaîne. Et même si la démarche est sincère et que les actions sont réelles, on aura malheureusement toujours un doute sur qui les donne, qui les contrôle, quels sont les critères finalement. Et les seuls à répondre à ces questions sont des labels qui s'appuient sur des cahiers des charges techniques, validés et vérifiés par des auditeurs indépendants. Donc il faut forcément que ce soit un auditeur indépendant derrière pour que ce label, on va dire, ait une vraie valeur et non pas seulement une valeur commerciale ou une valeur pour communiquer finalement. Comment reconnaître un bon label et est-ce que tu peux nous donner des exemples derrière?
Alors, l'ADEME a analysé plusieurs dizaines de labels et a dressé en 2018 une liste de 100 labels environnementaux qu'elle recommande. Tous ne correspondent pas à l'écotourisme, mais à des produits ou à des activités de notre quotidien, par exemple. Et ils sont accessibles et consultables sur le site internet adem.fr/labels-environnementaux. Et ceux qui concernent l'écotourisme en particulier sont présentés dans la rubrique hébergement. 100 labels, c'est déjà important. Combien pour l'écotourisme ? Au niveau de l'écotourisme, il y en a 6 qui sont répartis en 3 catégories. La catégorie hôtel, gîte et chambre d'hôtes et aussi camping. Vous nous les citez rapidement ? Alors, il y a l'écolabel européen, la clé verte, le Green Globe, l'hôtel au naturel, Gîte Panda et Écogîte. Donc si je vais dans un établissement qui a un de ces écolabels, je suis certain derrière tout ça qu'il y a un cahier des charges qui est précis, qui est contrôlé régulièrement, tout ça par un auditeur indépendant. Oui, c'est exactement ça. C'est une valeur sûre. Eh bien, merci Alizée, merci beaucoup pour cette chronique. Donc, on parle d'écotourisme et on parle de cette labellisation. Choisissez pour vos vacances, si c'est possible, essayez de vous informer en amont des labels indépendants comme ceux qu'a cités Alizée. Sylvain, bonjour, rebonjour. Vous faites attention, vous, aux écolabels quand vous partez en vacances ? Oui, je fais attention, mais après, c'est vrai que, comme l'a bien précisé Alizée, il faut faire attention entre le label officiel et l'autodéclaration, éviter de se faire piéger, et surtout que dans tous les territoires, notamment de Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas forcément des hébergements écolabellisés partout. Donc, c'est important de bien comprendre et de choisir en tout état de cause. Merci Sylvain. Alors, on va revenir à une ambiance qui nous manque, qui nous a manqué. Je suis sûr que vous aussi, c'est un peu le fil conducteur de cette saison et de vos chroniques. Et je crois que vous avez mouillé le maillot pour préparer cette chronique, Sylvain. Exactement, un beau sens de la transition et de l'enchaînement, Louis, ça me plaît beaucoup, et cette ambiance qui nous manque dans les stades aujourd'hui. Oui, l'idée c'est de parler maillot, et notamment par l'exemple de la section paloise. Ouais, alors attendez. Là, j'aimerais que tous les auditeurs palois qui nous écoutent se lèvent. On est vraiment dans l'ambiance. Cette chanson. Oui, on a l'impression d'être au stade du Hameau là. Allez-y, qu'est-ce qu'ils ont fait, la section paloise ? Donc la section paloise a travaillé avec son équipementier pour élaborer un maillot fabriqué à 100% à partir de matières plastiques recyclées. C'est l'équivalent de 13 bouteilles de 50 centilitres à partir donc de plastique recyclé. Et c'est un maillot qui est proposé aux supporters dès cette saison. Et traquer les plastiques, on voit bien que c'est un enjeu important pour la section paloise. Et notamment aujourd'hui, il n'y a plus du tout de gobelets plastiques dans le stade. Ils utilisent les gobelets consignés. Des éco-cups, non ? Des éco-cups, par exemple, comme ça se trouve dans beaucoup de stades. Donc c'est vraiment une dynamique très intéressante pour le stade. Et cette lutte contre le plastique se retrouve aussi les petits drapeaux. Voilà, qu'on agite pendant le match, avant le match. Ce qui est donné souvent aux supporters, ce qu'on a sur les sièges. Voilà, et bien la section paloise, l'objectif c'est de les récupérer pour les réutiliser. Ok, bah ça c'est super. Mais alors des maillots plastiques, c'est vrai que maintenant les maillots de rugby ou les maillots de supporters sont de plus en plus dans des matières plastiques. Mais là c'est du plastique recyclé. Toujours dans le monde de l'Ovalie, mon cher Sylvain, un deuxième club à nous présenter. Et je l'ai mis en basque. Bien sûr, les chœurs de l'Aviron bayonnais, Sylvain. Bah, j'ai même plus rien à dire entre le chant de la section paloise et de l'Aviron bayonnais. On peut rester sur une chronique musicale. Non, c'est bien. C'est juste pour habiller, c'est juste pour rythmer. C'est vraiment chouette et je m'attendais pas à ça. Donc voilà, je reprends le sens de ma chronique. L'Aviron bayonnais, lui, il travaille sur son maillot à partir de polyester recyclé. Donc là, c'est les joueurs qui vont l'utiliser. Et les matières premières, elles proviennent des déchets plastiques collectés dans l'océan par des chalutiers qui ont récupéré donc ces déchets plastiques et qui vont être triés et recyclés. Alors Sylvain, il y a quelques semaines, vous nous avez expliqué que les transports étaient un enjeu très important pour les événements sportifs. Est-ce que les clubs que vous citez régulièrement, l'Aviron bayonnais, Pau, proposent des solutions sur ce sujet ? Oui, c'est vrai que c'est un enjeu important. Quand on regarde le bilan carbone, c'est le transport qui arrive en premier. Et la section paloise encourage beaucoup le covoiturage. Je repasse sur Pau, du coup. La section paloise... donc voilà, motive les supporters pour qu'ils se déplacent autrement pour venir au match. Et notamment, ils ont créé des ovalignes. Des ovalignes, des circuits de navettes entre les parkings et le stade. D'accord. Voilà, pour réduire le nombre de voitures autour du stade et puis pour encourager le covoiturage et des lignes qui fonctionnent 2 heures avant et 2 heures après le match.
Et si on s'éloigne un peu du rugby et qu'on passe du côté du foot, notamment le club emblématique de la région, donc les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux sont engagés aussi sur cette problématique des déplacements. Le fait que les Girondins participent au challenge de la mobilité chaque année, depuis quelques années, pour travailler sur les déplacements domicile-travail pour les salariés du club, eh bien, ils travaillent aussi sur comment inciter à ce que les supporters viennent autrement au stade qu'en voiture seule. Ouais, et puis on le sait pour ceux qui ont connu la construction du nouveau stade et les difficultés au départ pour rejoindre ce stade en voiture, on sait que depuis ils ont vraiment développé le tram, les lignes de bus Exactement. électriques. Donc les Girondins qui font pas mal de choses. Et je crois qu'ils ont organisé aussi un match éco-citoyen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, l'ADEME était présente sur ce match. C'était lors du match de gala Bordeaux-Paris Saint-Germain la saison dernière. Profiter d'un match de grande ampleur qui mobilise beaucoup de monde pour tester des choses et ainsi voir comment on pouvait mieux gérer les déplacements pour venir jusqu'au stade. Donc entre privilégiant les transports en commun liés avec la billetterie, des zones de covoiturage, augmenter le nombre d'espaces pour poser son vélo. Donc voilà, une vraie dynamique et c'est très intéressant parce qu'on voit bien que dans un club, que ce soit le foot, le rugby ou autre, c'est compliqué de mettre en place, en tout cas de garder de la dynamique autour de la RSE parce que ça va dépendre des résultats, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et donc des clubs comme on cite, l'Aviron Bayonnais, la section paloise, les Girondins de Bordeaux, maintiennent cette dynamique, c'est très important. Ça reste une entreprise donc qui doit s'engager dans le RSE. Mais voilà, c'est une autre manière de fonctionner et c'est plutôt encourageant. Elles peuvent montrer qu'elles aussi, elles sont concernées et qu'on peut lier le sport et l'écologie. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a matière à informer, à éduquer les supporters aussi. On a envie d'aller voir un bon match de foot, un bon match de rugby en famille avec ses amis. Mais de plus en plus, il faut apprendre que du moment où on quitte sa maison jusqu'au moment où on y revient, il y a tout un tas de petites actions qui peuvent changer les choses. Et ça en rendra le match encore plus beau, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Alizé. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée, Louis, merci. Alizé, toujours avec nous. Merci, bonne journée, Louis. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous très, très vite. C'était sur cette note sportive que se termine cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de l'ADEME et sur les réseaux sociaux. Allez faire un tour, par exemple, sur la page Facebook. Je sais que les vidéos sont très partagées là-dessus. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer, à réagir à cette émission, à ces émissions. Merci pour ça. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission d'Onde Verte. Et je vous dis à bientôt. Salut Sylvain. Salut Louis. Retrouvez Onde Verte, le mag-info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.ademe.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.